Je venais de conduire pendant 6 heures d'affilée sous la pluie et dans les bouchons lorsque je me suis finalement garée dans l'allée du pavillon que je partageais avec mon mari, Damien Moreau. J'avais mal aux épaules et mes mains étaient encore raides d'avoir agrippé le volant. Tout ce que je voulais, c'était entrer et me sentir en sécurité un instant. Peut-être que Damien serait réveillé. Peut-être qu'il me demanderait comment s'était passé mon déplacement. Ce mince espoir était la seule chose qui me tenait debout alors que je sortais de la voiture. Mais la maison était plongée dans le noir. Toutes les lumières étaient éteintes. Pas de lumière sur le porche, aucune lueur ne filtrait des fenêtres. L'endroit semblait vide, comme s'il avait été abandonné. C'était la première chose étrange. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. L'air sentait le renfermer, comme si personne n'avait été là de toute la journée. Les roulettes de ma valise résonnaient bruyamment sur le carrelage alors que je la tirais derrière moi. Damien laissait toujours la télévision allumée. Sa mère, Sylvie, laissait toujours une lampe allumée dans le salon, mais maintenant, il n'y avait que le silence. J'ai appelé leur nom. Damien ? Sylvie ? Personne n'a répondu. Une sensation lente et oppressante a commencé à se former dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Chloé Moreau. J'ai 35 ans et je travaille dans la finance d'entreprise. C'était moi qui payais la plupart des factures de cette maison. C'était moi qui faisais en sorte que tout fonctionne. Et pourtant, à cet instant, debout dans le salon obscur, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Je me suis dirigée vers la cuisine, espérant y trouver au moins un signe de leur présence. C'est alors que j'ai remarqué le papier blanc posé sur la table, maintenu par une salière. Mon cœur s'est mis à battre plus vite tandis que je tendais la main pour le prendre. Je ne savais pas encore que ce petit bout de papier était sur le point de détruire tout ce que je croyais savoir sur mon mariage et ma famille. J'ai ramassé le papier et j'ai immédiatement reconnu l'écriture désordonnée de mon mari, Damien. À côté, il y avait l'écriture nette et soignée de sa mère, Sylvie. Ils l'avaient tous les deux signé, comme si ce qu'ils disaient était parfaitement normal. Le message était court mais glacial. Ils disaient qu'ils avaient besoin de vacances pour se vider la tête. Ils disaient qu'ils étaient partis ensemble et qu'ils ne répondraient pas à leur téléphone. Et tout en bas, presque comme une pensée après coup, il était écrit que je devais m'occuper de la vieille femme dans la chambre du fond. Cette vieille femme était la grand-mère de Damien, Marguerite Lebrun. Mes doigts se sont mis à trembler en relisant les mots. Il ne demandait pas comment elle allait. Il ne laissait aucune instruction pour sa nourriture ou ses médicaments. Ils avaient simplement tourné les talons et l'avaient laissé derrière eux comme un meuble cassé. J'ai senti quelque chose de vif se tordre dans ma poitrine. Un mélange de peur et de colère est monté si vite que j'en ai eu le vertige. Marguerite avait été victime d'un AVC il y a 3 ans. Elle pouvait à peine marcher. La plupart du temps, elle parlait à peine. Elle dépendait des autres pour tout. Et maintenant, on l'avait laissée seule. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il était presque minuit. Cela signifiait que Damien et Sylvie étaient partis depuis près de 2 jours complets. 2 jours sans eau. 2 jours sans nourriture. 2 jours sans aide. J'ai laissé tomber ma valise et j'ai couru dans le couloir vers la chambre du fond. Mes jambes semblaient lourdes, mais mon cœur battait la chamade. J'étais terrifiée par ce que j'allais trouver. Alors que j'attrapais la poignée de la porte, une pensée terrible tournait en boucle dans mon esprit. Et si j'arrivais déjà trop tard ? J'ai poussé la porte et une odeur nauséabonde m'a immédiatement saisie. La pièce était petite et sombre, sans fenêtre ouverte ni air frais. Ça sentait la sueur, les vieux draps et quelque chose de bien pire encore. J'ai eu la nausée. Au centre de la pièce se trouvait un lit étroit. Dessus était allongée Marguerite Lebrun. Elle ne ressemblait en rien à la femme dont je me souvenais. Sa peau était sèche et pâle. Ses lèvres étaient gercées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et irrégulière. Un instant, j'ai cru qu'elle était déjà partie. Je me suis précipitée à son chevet et j'ai touché sa main. Elle était froide. Trop froide. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Je suis retournée en courant à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau tiède et j'ai attrapé une cuillère. Je suis revenue et j'ai délicatement soulevé sa tête, faisant couler de petites quantités d'eau entre ses lèvres.
Au début, elle n'a pas réagi. Puis, elle a toussé faiblement et a dégluti. J'ai continué à lui donner de l'eau lentement, de peur de la blesser. Les larmes coulaient sur mon visage en la regardant boire comme quelqu'un qui aurait traversé un désert. Ensuite, j'ai apporté une serviette et j'ai nettoyé son visage et ses mains. Je l'ai changé avec les vêtements les plus propres que j'ai pu trouver. Chaque mouvement que je faisais semblait urgent et douloureux. Je n'arrêtais pas de penser à la même chose. Comment Damien avait-il pu faire ça? Comment Sylvie avait-elle pu faire ça? C'était leur propre famille. Pendant que je m'affairais, la culpabilité m'écrasait le cœur. J'étais partie en voyage d'affaires pour gagner de l'argent pour cette maison. De l'argent qui payait le style de vie de Damien. De l'argent qui était censé aider à prendre soin de Marguerite. Et pendant mon absence, il l'avait laissée pour morte. Je me suis levée, prête à appeler les secours. Elle avait besoin d'un hôpital. Elle avait besoin de médecins. Elle avait besoin que quelqu'un la sauve. C'est à ce moment-là que sa main a soudainement attrapé mon poignet. Je me suis figée en sentant sa prise se resserrer autour de mon bras. Elle n'était pas faible. Elle était ferme et assurée. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que les yeux de Marguerite étaient ouverts. Ce n'étaient pas les yeux vides et sans expression que j'avais l'habitude de voir. Ils étaient vifs, alertes, me scrutant attentivement. « Ne m'emmenez pas à l'hôpital », dit-elle d'une voix basse et claire. J'ai senti mon cœur bondir dans ma gorge. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'hallucinais à cause de la fatigue. Marguerite n'avait pas prononcé une phrase complète depuis des années. Elle a tiré mon poignet plus près. « Aide-moi », dit-elle. « Aide-moi à les faire payer. Ils n'ont aucune idée de qui je suis vraiment. » Sa voix était calme, mais emplie de quelque chose de froid et de puissant. Je la fixais, incapable de bouger. Ce n'était pas la femme frêle que tout le monde croyait voir s'éteindre lentement. C'était quelqu'un de pleinement conscient. Elle m'a dit de verrouiller la porte et de fermer les rideaux. Je l'ai fait sans réfléchir, les mains tremblantes. Puis elle a désigné du doigt le coin de la pièce, la vieille commode qui contenait ses vêtements. « Pousse-la », dit-elle. J'ai hésité, mais le regard dans ses yeux m'a fait obéir. J'ai écarté la commode et j'ai vu une petite section du plancher qui semblait différente du reste. « Soulève cette lame », dit-elle. Je me suis penchée et j'ai utilisé ma clé de maison pour la soulever. Ce que j'ai trouvé en dessous allait tout changer. Sous la lame de plancher amovible se trouvait un espace étroit et caché. À l'intérieur reposait une petite boîte en bois, ancienne mais soigneusement polie. Elle semblait totalement déplacée dans cette petite pièce sale. Marguerite m'a dit de la lui apporter. Mes mains tremblaient en soulevant la boîte et en la posant sur ses genoux. Elle l'ouvrit avec des doigts lents mais assurés. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petits flacons remplis d'un liquide sombre et quelques pilules à l'aspect étrange. Sans hésiter, elle prit un des flacons et en but le contenu. Elle n'a même pas utilisé d'eau. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a levé la main. « Attends, c'est tout », dit-elle. Pendant quelques instants, rien ne s'est passé. Puis sa respiration a commencé à changer. Elle est devenue plus profonde, plus forte. La couleur revenait lentement sur son visage. J'ai regardé, incrédule, tandis qu'elle s'asseyait seule sur le lit. Son dos se redressait, ses épaules se relevaient. La femme faible et brisée disparaissait juste sous mes yeux. J'ai reculé, stupéfaite. Elle m'a regardé et a esquissé un léger sourire. « Merci », dit-elle. « Maintenant, tu vas voir la vérité. » Elle s'est levée et s'est dirigée vers le mur. Derrière un vieux calendrier se trouvait un petit interrupteur caché. Lorsqu'elle a appuyé dessus, un léger bruit mécanique a empli la pièce. Une partie du mur a lentement coulissé. Derrière se trouvait un espace vivement éclairé, rempli d'écrans, de câbles et de panneaux de contrôle. On aurait dit une scène de film. « C'est d'ici que je surveille tout », dit-elle. J'ai senti mes jambes flageoler en la suivant à l'intérieur. J'étais sur le point de découvrir ce qui se passait vraiment dans ma propre maison quand je n'étais pas là. La pièce derrière le mur était froide et lumineuse. Plusieurs écrans couvraient le mur du fond, chacun montrant une partie différente de la maison, le salon, la cuisine, le couloir, même le jardin devant.
Marguerite s'est assise dans un fauteuil devant les moniteurs, comme quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Elle a cliqué sur un bouton et l'un des écrans a affiché un enregistrement datant du matin même. J'ai vu Sylvie assise sur le canapé, mangeant des chips et regardant la télévision. Dans le coin de l'écran, Marguerite était dans son fauteuil roulant, silencieuse et immobile. Puis Sylvie s'est levée. Son visage était plein d'irritation. Elle s'est approchée de Marguerite et a donné un coup de pied violent dans le fauteuil roulant. J'ai eu un hoquet en voyant le corps de Marguerite tressauter sous l'impact. Sylvie s'est penchée et lui a crié dessus. Le microphone a capté chaque mot. Elle l'a traité de fardeau inutile. Elle l'a maudite de gaspiller de l'argent. Puis elle a craché dans l'assiette de nourriture et l'a poussée de force vers sa bouche. J'ai couvert mon visage de mes mains, tremblantes. Marguerite n'a pas arrêté la vidéo. Elle en a lancé une autre. Cette fois, c'était Damien dans le salon avec une femme que j'ai reconnue comme sa soi-disant cousine, Olivia. Ils étaient assis près, trop près. Damien riait et passait son bras autour d'elle. Il lui disait qu'une fois la vieille femme morte, tout lui appartiendrait. Il disait que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille sur pattes. Il disait qu'il me mettrait à la porte et épouserait Olivia. Puis Olivia a posé des questions sur les médicaments qu'il donnait à Marguerite. Damien a souri et a dit que cela l'affaiblirait lentement jusqu'à ce qu'elle décède. J'ai eu l'impression que mon cœur était en train d'être broyé. Tout l'argent que j'avais donné à Damien pour les soins et les médicaments. Toutes les heures supplémentaires que j'avais faites, tout cela n'était qu'un mensonge. Marguerite m'a regardé en silence alors que je restais là, en larmes. Maintenant, tu comprends, dit-elle. Ils ne sont pas négligents. Ce sont des assassins. Quelque chose en moi s'est durci. J'en avais fini d'être aveugle. J'en avais fini d'être utilisée et j'étais prête à me battre. Marguerite a éteint les écrans et m'a regardé avec un regard calme et assuré. Ce que tu viens de voir n'est qu'une partie de la vérité, dit-elle. Elle m'a raconté que sa faiblesse et sa confusion n'étaient qu'une comédie. Pendant des années, elle avait feint la maladie et l'impuissance. Elle voulait voir qui prendrait soin d'elle et qui attendrait sa mort. Damien et Sylvie avaient échoué à ce test de la pire des manières. Puis elle m'a révélé qui elle était vraiment. Marguerite Lebrun n'était pas une pauvre veuve âgée vivant d'une petite pension. Elle était la fondatrice et présidente d'un puissant groupe financier qui contrôlait des banques, des biens immobiliers et des sociétés d'investissement à travers plusieurs régions de France. Tout ce que Damien pensait posséder n'existait que parce qu'elle le permettait. La maison, son travail, l'argent, même la voiture qu'il conduisait, tout lui appartenait. Je pouvais à peine respirer en l'écoutant. La grand-mère fragile que j'avais lavée et nourrie était en fait l'une des femmes les plus puissantes de la ville. Elle a pris ma main. Tu as été la seule à me traiter comme un être humain, dit-elle. C'est pourquoi je te fais confiance. Sa voix s'est adoucie pour la première fois. Je veux que tu m'aides à finir ça, dit-elle. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de t'utiliser. Maintenant, il est temps qu'ils affrontent la vérité. J'ai essuyé mes larmes et j'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas faible. Je me sentais forte. En moins d'une heure, Marguerite avait passé un seul appel téléphonique, non pas à Damien, non pas à Sylvie, mais à quelqu'un qui lui a répondu avec respect. À l'aube, un homme nommé Grégoire Duval est arrivé à la maison. Il était vêtu d'un costume sombre impeccable et portait une mallette en cuir. Il s'est présenté comme l'avocat personnel de Marguerite. Au moment où il l'a vue debout et parfaitement alerte, il s'est légèrement incliné. « Nous avons beaucoup à faire, Madame la Présidente, dit-il. » À partir de ce moment, tout s'est accéléré. Maître Duval a passé des appels. Des équipes sont arrivées. Des déménageurs ont commencé à retirer les meubles de Damien et Sylvie de la maison. Leurs vêtements, leurs babioles, tout ce qui n'appartenait pas à Marguerite a été sorti. De nouveaux meubles ont été apportés. Des murs propres, des lumières vives. La maison a commencé à paraître complètement différente, comme si elle se réveillait après des années de sommeil. Marguerite était assise au centre de tout cela, donnant des instructions calmes. Elle avait l'air puissante et sereine. Maître Duval m'a expliqué que légalement, la maison n'était pas au nom de Damien.
Elle appartenait à une fondation contrôlée par Marguerite. Damien et Sylvie n'avaient aucun droit sur elle. Cela signifiait qu'ils n'avaient nulle part où retourner. Mon téléphone a vibré. Marguerite a fait un signe de tête vers lui. Il est temps de les inviter à revenir, dit-elle. Les mains tremblantes, j'ai tapé un message à Damien. Je lui ai dit que Marguerite ne respirait plus, que son corps était froid, que j'avais peur et que je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Nous avons attendu en silence, en regardant le téléphone. Nous savions tous qu'il répondrait et nous savions tous que sa réponse scellerait son destin. Cela n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table. Je l'ai pris et j'ai ouvert le message sous le regard de Maître Duval et de Marguerite. Damien a écrit que je ne devais pas paniquer. Il m'a dit de n'appeler personne, ni les voisins, ni la police, ni une ambulance. Enveloppe-la simplement dans un drap et laisse-la dans la chambre du fond, a-t-il écrit. Je m'en occuperai plus tard. Je suis occupé en ce moment. Il n'y avait aucune tristesse dans ces mots, aucun choc, aucune inquiétude, seulement un désagrément. J'ai lu le message à haute voix. Le visage de Maître Duval s'est crispé de dégoût. Marguerite a fermé les yeux un bref instant, puis les a rouverts, froid et déterminé. C'était tout ce dont nous avions besoin, dit-elle. J'ai répondu à Damien par un simple message, d'accord, je m'occupe de tout ici. Puis j'ai posé le téléphone. Le piège était désormais refermé. Ils croyaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient droit vers leur propre destruction. Cette nuit-là, la maison était de nouveau complètement sombre. Les nouveaux meubles, les parquets cirés, les rideaux élégants, tout était caché dans l'ombre. Seules quelques petites lumières brillaient doucement dans les coins. Marguerite était assise dans un grand fauteuil dans le salon. Elle ne ressemblait en rien à la vieille femme malade qu'ils avaient laissée derrière eux. Elle portait un tailleur simple mais élégant, ses cheveux argentés soigneusement coiffés. Maître Duval se tenait à proximité, calme et silencieux. J'étais assise à côté d'elle, le cœur battant à toute allure. Nous avons entendu le bruit d'une voiture se garant dans l'allée. Puis des voix, Damien, Sylvie et Olivia. Ils riaient, se plaignaient du long trajet, parlaient de nourriture et de douche. La porte d'entrée s'est ouverte. Damien est entré le premier, traînant sa valise. Sylvie a suivi, puis Olivia. La pièce était toujours sombre. Chloé, a appelé Damien. Pourquoi fait-il si noir ici? Où es-tu? Je n'ai pas répondu. Il a trouvé l'interrupteur et l'a actionné. Le lustre en cristal a illuminé toute la pièce. Ils se sont figés. Leurs yeux ont balayé les sols brillants, les nouveaux meubles, les hautes fenêtres, et finalement se sont posés au centre de la pièce. Marguerite était assise là, calmement, tenant une tasse de thé. Deux grands hommes en costume noir se tenaient derrière elle. Sylvie a crié et a laissé tomber ses sacs. Olivia a reculé, sous le choc. Le visage de Damien est devenu blême. « Mamie » a-t-il murmuré. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Marguerite a lentement posé sa tasse. « Si j'étais vraiment morte, dit-elle, tu serais déjà riche. Mais me voilà. » Damien s'est tourné vers moi, paniqué. « Chloé, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis avancée. « Vous êtes dans une maison qui ne vous appartient plus, ai-je dit. Vous n'avez jamais rien possédé ici. » Maître Duval est sorti de l'ombre avec un dossier à la main. « Bonsoir, monsieur Moreau, dit-il. Permettez-moi de vous expliquer votre situation. » Leurs vacances venaient de se transformer en leur pire cauchemar. Maître Duval a ouvert le dossier et a commencé à parler d'une voix calme et professionnelle. Il a expliqué que Marguerite Lebrun était la propriétaire légale de la maison, du terrain et de l'entreprise où travaillait Damien. Damien n'avait obtenu son poste que grâce à la bienveillance de sa grand-mère. Damien a essayé d'en rire, mais ses mains tremblaient. Puis Maître Duval lui a annoncé que ses comptes avaient déjà été gelés. Son entreprise avait mis fin à son contrat. Ses cartes de crédit étaient annulées. Damien a sorti son téléphone et a fixé l'écran avec incrédulité alors que les notifications apparaissaient les unes après les autres. Viré. Compte gelé. Accès refusé. Sylvie s'est mise à pleurer.
Olivia s'est lentement écartée de Damien. Marguerite les observait sans émotion. Vous m'avez laissée pour morte, dit-elle. Vous m'avez empoisonnée. Vous m'avez volée. Maintenant, vous allez en subir les conséquences. La porte sur le côté de la pièce s'est ouverte. Des policiers sont entrés. Damien est tombé à genoux. Sylvie a hurlé. Olivia a essayé de s'enfuir, mais un garde lui a bloqué le passage. Les policiers leur ont lu leurs droits et ont passé les menottes à Damien et Sylvie. Olivia a été emmenée en tant que complice. J'ai regardé les personnes qui avaient ruiné ma vie être emmenées. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Leur mensonge était terminé. Leur pouvoir avait disparu, et la vérité les avait enfin rattrapés. 3 mois plus tard, le monde avait bien changé pour nous tous. Damien et Sylvie ne vivaient plus dans cette maison confortable. Ils n'avaient pas d'argent, pas de voiture, et personne pour les aider. Leurs visages sont apparus dans les journaux locaux en tant que suspects dans une affaire de maltraitance sur personnes âgées et de délits financiers. Ils ont été libérés sous caution en attendant leur procès, mais leur vie s'était déjà effondrée. Je les ai aperçus un après-midi en conduisant en ville. Ils étaient assis sur des cartons devant un magasin fermé, portant des vêtements sales et se disputant pour une petite barquette de restes de nourriture. Ils avaient l'air plus vieux et plus faibles, bien loin des personnes qui contrôlaient autrefois ma vie. Damien a vu ma voiture et a essayé de courir après moi. Il a crié mon nom et a supplié mon pardon. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas regardé en arrière. La femme qui pleurait jusqu'à s'endormir avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait enfin sa valeur. Parfois, la justice ne vient pas lentement. Parfois, elle arrive d'un seul coup et change tout. 1 an plus tard, le juge a finalement rendu son verdict. Damien a été condamné à 12 ans de prison ferme pour tentative de meurtre, maltraitance sur personnes âgées et crimes financiers. Sylvie a écopé de 10 ans pour son rôle dans l'empoisonnement et la négligence. Olivia, qui avait témoigné contre eux, a évité une longue peine, mais a tout perdu. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant le verdict. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus profond. Un point final. Marguerite Lebrun vivait désormais paisiblement dans une magnifique maison, entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Sa santé s'était améliorée, non pas grâce aux médicaments, mais parce qu'elle était enfin en sécurité. J'avais pris la direction de sa fondation, qui aidait les personnes âgées abandonnées et les familles en difficulté. Je ne me contentais plus de survivre. Je construisais quelque chose qui avait du sens. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. Certaines blessures se transforment en sagesse. Certaines trahisons se transforment en force, et certaines fins sont en réalité de nouveaux commencements. Marguerite et moi nous asseyons souvent ensemble dans le jardin maintenant, buvant du thé et regardant la lumière du soleil se déplacer sur les fleurs. Parfois, elle me raconte des histoires de sa jeunesse. Parfois, nous restons assis en silence. Les deux sont tout aussi paisibles. Un après-midi, elle a pris ma main et m'a remercié d'être revenue cette nuit-là. Elle a dit que si je n'étais pas rentrée à ce moment-là, son histoire se serait terminée très différemment. Je lui ai dit la vérité, qu'en l'aidant, je m'étais aussi sauvée moi-même. Cela m'a montré que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir. Un vrai pouvoir. Pour tous ceux qui écoutent et se sentent piégés dans une famille toxique ou une relation douloureuse, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas invisible et vous méritez le respect. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez-la et partagez-la pour que plus de gens puissent l'entendre. Abonnez-vous à l'art de la vengeance pour plus d'histoires vraies sur la force, la justice et la guérison. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous nous regardez et quelle heure il est. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Merci d'avoir été là avec moi. À la prochaine fois.